Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce petit déjeuner technique numéro 9. C'est le troisième et dernier webinaire d'un cycle intitulé Réemploi et consultation. Je suis Élise Mailleux, chargée de mission économie circulaire chez Ecopolis et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Frédéric Bougrin qui est chercheur à la direction économie et ressources du CSTB. Bonjour Frédéric. Bonjour Élise. Magali Chermette, architecte et chef de projet à l'agence Atelier Dupont. Bonjour Magali. Et Stéphane Simonin, directeur général à l'Académie Fratellini. Bonjour Stéphane. Bonjour. Donc ce webinaire est organisé par Ecopolis, le pôle francilien de ressources. On est une association de loi 1901 et notre mission principale, c'est de contribuer au développement soutenable de la société en accompagnant l'évolution des pratiques des professionnels, donc que vous êtes sûrement, vous tous, en ligne, les professionnels du bâtiment et de l'aménagement en Île-de-France. On a un réseau d'adhérents qui est réparti dans 7 collèges qui représentent toute la chaîne de valeur des acteurs du BTP en Île-de-France. Et puis notre communauté dont vous faites partie si vous suivez l'événement d'aujourd'hui, elle représente plusieurs milliers de professionnels du secteur. Donc à l'association, on a quatre grandes actions. On fait de l'information, on fait de la formation, on est organisme Calliope. On fait de l'accompagnement de projets à travers la démarche quartier bâtiment durable francilien, dont vous entendrez peut-être un petit peu parler tout à l'heure. Et puis on fait de l'animation de réseau, donc notamment à travers l'organisation d'événements comme celui de ce matin. Sur le volet information, je vous invite à vous abonner à notre newsletter mensuelle, à rejoindre les réseaux sociaux professionnels que vous connaissez peut-être déjà, mais notamment le groupe L'économie circulaire dans les projets d'aménagement et de bâtiments franciliens, qui est un groupe LinkedIn. Il y a déjà 700 personnes sur ce groupe et l'idée c'est un petit peu de partager l'actualité qui est liée à l'économie circulaire dans notre secteur. Et puis on a des espaces thématiques en ligne, notamment un espace économie circulaire, donc si c'est le sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous y rendre, les ressources sont gratuites, on centralise et puis on qualifie un petit peu tous les ouvrages et l'actualité sur cette thématique-là. Sur le volet formation, on a une formation concevoir et piloter un projet intégrant une démarche de réemploi qu'on propose en inter ou en intrastructure. Donc si vous avez des besoins de formation sur ce sujet-là, pour aller un petit peu plus loin que tout ce que vous allez découvrir pendant 1 heure ce matin, n'hésitez pas à nous contacter. Puis sur l'animation de réseau, je vous invite à noter la date du 19 septembre. C'est la 2e journée francilienne de l'économie circulaire dans le bâtiment et l'aménagement. La première édition a eu lieu l'année dernière à la même période. Vous étiez plus de 300 en présentiel à nous avoir rejoints au siège du Conseil régional d'Île-de-France. Et cette année, on reconduit l'événement sur 2 demi-journées consécutives. Le 19 septembre, vous êtes les bienvenus. Il y aura des masterclass, il y aura des tables rondes. Et on a hâte de vous y retrouver en présentiel. Et puis sur le volet accompagnement de projet, on va parler d'un des projets qui est accompagné en démarche aujourd'hui, mais il y en a d'autres. Il y a 130 opérations qui sont accompagnées à l'échelle du bâtiment et puis 4 à l'échelle du quartier, notamment la Maison des Canaux, qui est un démonstrateur de l'économie circulaire que vous connaissez peut-être. Et donc si vous voulez en savoir plus sur ces projets-là, vous pouvez aller voir sur la cartographie des opérations, les différentes opérations qu'on accompagne. Voilà, donc pour nous aider à pouvoir vous proposer des formats gratuits et ouverts à tous comme celui de ce matin, n'hésitez pas non plus à devenir adhérent à l'association. Ça nous aidera à continuer dans cette lancée. Le programme de ce matin, on vous l'avait partagé, mais je vous le rappelle rapidement, on va avoir une première séquence introductive avec Frédéric, qui a été notre fil conducteur sur les 3 webinaires de ce cycle. Il va nous présenter une fiche qui traite une fiche très opérationnelle, méthodologique, qui traite des variantes, options et prestations supplémentaires dans le cadre d'un projet de réemploi, mais j'en dis pas plus, on aura tout ça pendant 20 minutes. On passera une petite session de questions-réponses pendant 5 minutes, donc je vous invite à aller partager vos questions dans le chat tout au long de la présentation, et puis moi je les poserai à nos invités, et puis pas de frustration pour les questions qu'on n'aura pas le temps de traiter, on reviendra vers vous par écrit à l'issue du webinaire. On vous remettra tout ça par écrit. Et puis on passera à la 2e séquence avec le retour d'expérience sur le projet de réhabilitation et d'extension de l'Académie Fratellini. Et on a un binôme maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage qui nous fait l'honneur de s'être joint au webinaire. Donc on écoutera ça avec attention. Et là encore, on aura une petite session de questions-réponses. Voilà, je passe la parole à Frédéric et je vous souhaite un bon webinaire. Merci Elise.
Comme le disait Elise, je vais vous parler en fait des variantes, des prestations supplémentaires, des options, des clauses de réexamen qui permettent tous d'offrir une certaine flexibilité à des marchés et à promouvoir le réemploi. Alors donc je suis donc du CSTB, de la direction économie et ressources, et j'appartiens à une division qui est la division économie circulaire, analyse des filières. Alors je vais en parler 30 secondes, parce que elle a été créée de manière assez récente et on travaille sur de nombreux sujets liés à l'économie circulaire. Je veux juste vous citer les projets les plus emblématiques. Vous aviez notamment eu, dans le cadre de la Fondation Bâtiment Énergie, la rédaction de fiches méthodologiques qui permettaient un diagnostic et une évaluation des performances pour le réemploi. Alors cette approche va être développée et approfondie dans le projet Spirou et appliquée à un certain nombre de familles. Donc c'est un projet qui est en cours, alors que le projet de la Fondation Bâtiment Énergie est terminé. Et puis il y a aussi le projet FCRBE, qui est un projet Interreg, et qui a déjà donné lieu à de nombreux livrables qui sont en lien sur le site du projet. Et ce projet va se terminer en septembre. Et en septembre, il y a un ensemble de nouveaux livrables qui vont être mis à disposition en libre accès à l'ensemble des acteurs qui sont intéressés par les actions de réemploi. Alors, autre projet emblématique, c'est le projet Life Waste to Build qui m'a conduit aujourd'hui qui m'a conduit à présenter certaines fiches liées à l'approche marché public circulaire. Donc, projet coordonné par la Toulouse Métropole avec 6 partenaires, dont le CSTB. Donc, je rappelle les autres, Cinétique, l'Institut national de l'économie circulaire, la Toulouse Business School, Environnement BAT, et puis la FFB Frontière. Donc, les principales actions, c'est bien sûr promouvoir le réemploi, et parmi ces actions, il y a, comme je le disais, les aides à la prescription. Et c'est dans ce cadre-là que 8 fiches liées au marché public ont été rédigées. Et donc aujourd'hui, je vais effectivement faire un focus sur la fiche numéro 7. Alors n'hésitez pas à aller regarder les autres fiches, notamment tout ce qui est lié au marché d'innovation, parce que ce qu'on constate, c'est que beaucoup d'acteurs, et je l'ai vu aussi sur des chantiers liés à Toulouse Métropole, en fait on hésite souvent à recourir au marché d'innovation parce qu'on se dit que notre marché n'est pas innovant, mais en fait la définition de l'innovation qui est donnée par le code de la commande publique et puis par surtout la direction des achats de l'État est assez large. Il y a vraiment des guides qui précisent ça et il ne faut pas hésiter à recourir à ces procédures qui sont un peu différentes des procédures traditionnelles mais qui permettent justement de promouvoir des actions qui s'écartent des lignes traditionnelles. Donc ces options, ces variantes, leur objet principal, c'est de contrecarrer en fait l'incertitude qui est au cœur du réemploi. Alors cette incertitude dans le réemploi, elle se manifeste en fait de différentes façons. Elle concerne déjà la qualité et la quantité des gisements disponibles. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un projet de réemploi, on l'a déjà répété précédemment, il y a une totale incertitude sur la nature et des produits, la qualité donc des produits, des équipements de réemploi qui vont être impliqués dans un projet. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes sur un projet de déconstruction-reconstruction et si vous espérez faire du réemploi in situ, vous avez une grande incertitude sur la manière dont même si vous avez fait un diagnostic ressources, il y a toujours un écart entre la première identification suite au diagnostic ressources et ce que vous allez réellement obtenir en matière de possibilité de réemploi. C'est-à-dire qu'en plus, il peut y avoir une phase de reconditionnement nécessaire. Donc ces éléments apportent de l'incertitude de réemploi et donc il est nécessaire de la gérer. Autre élément d'incertitude, c'est l'organisation des filières d'approvisionnement. On peut faire du réemploi in situ, mais on peut aussi s'adresser à d'autres plateformes, voire à des chantiers périphériques qui se déroulent au même moment. Et là, encore une fois, il y a une grosse incertitude qui va être qui se pose dans la mesure où, contrairement à des filières liées aux produits neufs, ces filières de réemploi ne sont pas organisées. Elles se structurent aujourd'hui, mais on est encore dans une phase de montage de projet. Il suffit de regarder comment les plateformes liées au réemploi se constituent. Elles se constituent, mais le modèle d'affaires est encore en train de se chercher.
Donc autre point, c'est la logistique du chantier. Dans le réemploi, il y a un point essentiel, ça va être notamment quand on est en phase de déconstruction, c'est de faire une dépose soignée et ensuite de bien reconditionner les matériaux qui ont été déposés. Et là encore une fois, cette logistique est un peu incertaine et donc c'est une source d'incertitude. Alors il y a une autre source d'incertitude sur le coût des produits et des équipements de réemploi, à savoir qu'un projet va être fortement conditionné par le coût des matériaux mis en œuvre. C'est-à-dire qu'on peut effectivement proposer du réemploi, mais il faut quand même garder à l'esprit la contrainte économique, d'autant plus que les aspects environnementaux aujourd'hui ne sont pas chiffrés, même s'il y a des externalités liées au réemploi, c'est pas encore chiffré sur le plan monétaire. Et enfin, c'est la capacité des individus à s'adapter, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut former les individus lorsqu'ils font du réemploi, faire une dépose soignée, ça nécessite de former les agents, et les individus aujourd'hui ne sont pas encore formés. Donc tous ces éléments créent l'incertitude, et donc les différents dispositifs que je vais vous présenter là sont justement à mettre en œuvre pour gérer cette incertitude qui est au cœur du réemploi. Donc le premier dispositif qui est présenté, c'est la variante. Donc la variante, alors elle n'est pas définie dans le code de la commande publique, mais la direction des achats de l'État l'a précisément définie. Alors c'est dans un guide que je vous invite vraiment à aller consulter, je l'ai mis en référence à la fin de la présentation. C'est Oser les variantes, c'est un guide qui a été publié en 2020. C'est un guide de 50 pages, alors ça peut paraître un peu lourd, mais c'est vraiment très détaillé. Et si vraiment vous voulez lancer sur ces aspects offrant de la flexibilité, c'est vraiment je dirais un incontournable à consulter. Donc les variantes pour la direction des achats de l'État, c'est constitue une modification des spécifications prévues dans les documents de la consultation et qui constitue la solution de base. C'est-à-dire qu'on va s'écarter, on va demander aux acteurs de proposer à la fois soit une variante et une solution, de répondre soit à la variante et la solution de base, mais on peut aussi ils peuvent aussi ne proposer qu'une solution de base. Donc je vais en reparler par la suite. Alors les atouts, c'est éviter que des entreprises qui découvrent des éléments de réemploi, parce que comme je le disais, contrairement à des produits neufs, il y a une incertitude sur les gisements. Donc une entreprise qui découvrirait les produits de réemploi à dernier moment serait amenée, dans le cadre d'un marché classique sans variante, à proposer des avenants. Donc ça renchérirait le coût du projet, ça le complexifierait. Et donc la variante, justement, évite ce recours aux avenants. Le deuxième point, ça va être de s'assurer que la réalisation de l'ouvrage en cas d'indisponibilité des matériaux de réemploi. C'est-à-dire, comme il y a une incertitude sur le réemploi, supposons que vous mettiez en solution de base le recours à un certain pourcentage de produits de réemploi et que ces produits ne sont pas finalement disponibles faute d'un gisement, ça vous amènerait ensuite à recourir à du neuf. Je peux prendre le cas par exemple sur des produits qui sont assez traditionnellement réemployés. On parle souvent des faux planchers techniques ou des dalles de moquette. Si vous voyez que si vous avez un très grand projet, avoir des faux planchers techniques de réemploi sur des grandes surfaces, ça devient de plus en plus compliqué. La même chose pour les dalles de moquette. Donc il peut y avoir un intérêt à compléter des produits de réemploi par des produits neufs. Et ça, ça peut être pris en compte dès l'instant où vous posez des variantes. Et variantes auxquelles les candidats ont répondu. Autre point, la variance, ça va permettre aux entreprises aussi de corriger une moins-value potentielle. Alors pourquoi une moins-value potentielle? C'est que sur des produits neufs, généralement les entreprises vont chiffrer la pose et la fourniture. Sur du réemploi, elles ne vont chiffrer que la pose. Et donc dans la variante, il peut être recommandé de leur demander, donc elles vont chiffrer la pose, et il peut y avoir un différentiel de prix entre la pose de la variante, la pose d'un produit de réemploi et la pose d'un produit neuf. Dans la mesure où les produits de réemploi ne sont pas des produits standardisés, ce sont des produits qui peuvent être plus difficiles à manipuler. Si je prends par exemple le cas fréquent du réemploi, c'est dans les radiateurs en fonte. On dit aujourd'hui que les chauffagistes, j'ai eu quelques retours d'entreprises qui font du reconditionnement de radiateurs, qui me disaient que les chauffagistes n'aiment pas ça, parce que c'est plus lourd à manipuler, et puis ça s'écarte aussi un peu des produits standards qu'on peut trouver sur le marché.
Donc ces éléments vont conduire à des surcoûts lorsqu'il va falloir les poser. Et donc ces éléments, si vous faites, vous demandez donc une offre où les candidats vont chiffrer le prix de la pose, donc il y a une forte chance que ce prix soit supérieur à un prix de produit neuf. Alors, pour recourir aux variantes, je vais très rapidement passer sur ce schéma. En fait, c'est un schéma qui est proposé dans le guide dont je parlais tout à l'heure, c'est Oser les variantes, qui est proposé par la direction des achats de l'État. En fait, il vous propose en fait cette matrice pour vous expliquer si, sur votre marché, vous avez intérêt ou non à recourir aux variantes. C'est-à-dire que les variantes, en principe, elles sont prévues pour des marchés qui évoluent vite ou, encore une fois, comme pour le réemploi, il y a une forte incertitude. Par exemple, si c'est des marchés aussi où il y a beaucoup d'innovation, vous avez intérêt à recourir aux variantes parce que vous, en tant qu'acheteur public, vous n'êtes pas forcément au courant de toutes les innovations technologiques et toutes les solutions que peuvent vous apporter les entreprises. Et donc c'est pour ça qu'on considère que c'est dans le scénario donc, où vous avez la petite croix en rouge, c'est-à-dire que vous avez des fournisseurs qui ont une offre assez importante, mais en tout cas qui évolue très rapidement. Et puis de votre côté, vous êtes suffisamment armé sur le plan du personnel. C'est-à-dire que si vous avez une petite équipe au niveau de la commande publique et que vous êtes assez peu familier de ce type de marché, il n'est peut-être pas souhaitable que vous engagiez de manière très, très poussée. Ou alors il faut recourir peut-être à des assistants. Mais donc je vous invite vraiment à aller le guide donc de la direction des achats de l'État consacre quasiment une dizaine de pages à les circonstances qui vous amènent à recourir aux variantes, donc je vous invite vraiment à aller le consulter. Donc, alors, pour recourir à ces variantes, il y a quelques règles à respecter, quelques règles qui sont alors précisées dans un premier temps dans le code de la commande publique. C'est-à-dire que ces conditions de présentation des variantes, elles doivent être vraiment précisées dans les documents de la consultation. C'est-à-dire que en fait, les documents de la consultation, au départ, d'ailleurs, quelquefois, vous avez dans ces documents, il y a une question recours ou non aux variantes, et il peut y avoir un non ou un... Donc c'est vraiment à préciser. Donc le deuxième point, ce que je disais tout à l'heure, c'est que, et ça aussi vous pouvez le préciser dans le document des consultations, il est possible pour des acteurs de nous présenter, vous avez vos documents de consultation avec, avec une offre que vous considérez de base, mais les candidats peuvent ne pas répondre à cette offre de base et proposer juste une offre variante. Alors ça, ce dispositif, il faut le préciser dans le document de consultation, mais il est surtout prévu pour les petites entreprises qui souvent hésitent à répondre à la commande publique, et ainsi ça leur permet de juste mettre en avant la proposition innovante qu'elles vont défendre. Alors, autre point, si elle est retenue, donc la variante va se substituer à la solution de base. Donc ça, c'est un point important, c'est que effectivement, vous avez pu prévoir une solution initiale qui va répondre à votre besoin, mais vous vous rendez compte qu'un des candidats va vous proposer une solution qui est plus pertinente et qui va répondre d'après les critères de sélection, parce qu'il faut bien sûr que les variantes qui sont sélectionnées ne s'écartent pas soient en accord avec les critères de sélection que vous avez définis. Donc cette variante va être retenue. Alors, et dernier point, c'est que le choix de retenir une variante va découler de l'application des critères d'attribution. C'est-à-dire que quand vous sélectionnez cette variante, le mieux, c'est quand même, au niveau, quand on parle de réemploi, c'est d'avoir des critères qui justement mettent en avant l'aspect qualitatif de l'offre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas retenir une variante et avoir que des critères de prix, proposer des variantes et avoir des critères de prix, ça n'a pas de sens. En fait, puisque là, sur le principe des variantes, c'est justement de faire appel aux capacités d'innovation des entreprises et donc de retenir des offres qui s'écartent des marchés, des solutions traditionnelles. Alors il y a quelques points de vigilance donc, à respecter. Donc le premier point, c'est que
comme je l'indiquais tout à l'heure, les entreprises vont proposer à la fois des solutions, par exemple, quand on est sur du réemploi, proposer un prix pour la pose et pour la fourniture. Il est quand même essentiel qu'elles ne sous-évaluent pas, on l'a déjà vu sur des marchés, c'est-à-dire elles vont sous-évaluer la fourniture et surévaluer la pose. C'est-à-dire que si vous avez dans ces cas-là recours au réemploi, il peut y avoir un surcoût assez considérable lié au réemploi. Autre point, c'est veiller à ce que les critères d'attribution s'appliquent à la fois aux offres de base et aux variantes. Troisième point, c'est préciser les exigences minimales que les variantes doivent respecter afin que les variantes ne remettent pas en cause le projet de base en question. Donc ça, c'est un point essentiel qui va revenir pour chaque élément, à savoir les variantes, les options. C'est-à-dire que le projet de base ne doit pas être remis en cause par les variantes. C'est-à-dire que si vous avez une remise en cause, vous pourriez très bien après être interpellé par une des entreprises qui n'a pas été retenue, et on pourrait très bien dire que l'offre n'est pas régulière. Et donc l'autre élément et le dernier point, c'est que il faut absolument éviter que ces variantes pallient à une insuffisance ou une mauvaise définition des besoins. C'est-à-dire que, alors ça c'est un point aussi qui sera présenté pour l'ensemble des actions, c'est-à-dire que vous avez en amont de votre marché défini un besoin, et donc en principe vous avez un programme fonctionnel, et la variante ne doit pas conduire à vous écarter complètement du besoin que vous avez identifié initialement. Alors, autre élément qui offre une certaine flexibilité, ce sont les prestations supplémentaires éventuelles. Alors, elles se distinguent sur différents points des variantes. Alors, le premier, c'est qu'elles sont à l'unique initiative de l'acheteur, c'est-à-dire que ce ne sont pas les entreprises cette fois-ci qui vont proposer des prestations supplémentaires, mais c'est l'acheteur qui va leur demander d'en proposer. Donc le deuxième point, c'est qu'elles vont, contrairement à la variante qui peut se substituer à l'offre de base, elles ne se substitueront pas, elles vont la compléter. C'est-à-dire que vous avez dans le premier cas, par exemple, fromage ou dessert, c'est deux types de choix, et là vous avez les deux ensemble. C'est donc des prestations qui sont, comme le titre l'indique, supplémentaires. Et autre dernier point, c'est que ce choix des PSE, elles ne vont pas s'effectuer sur la base des critères d'attribution. C'est-à-dire que vous choisissez d'abord la sélection, elle se fait avant tout sur l'offre de base qui était proposée. Alors il y a des points de vigilance. Donc le premier, c'est que ce recours au PSE doit être assez limité, parce que si vous le multipliez, en fait, il y a un risque de complexité lorsque vous allez procéder à l'examen des propositions. C'est-à-dire que, supposons que vous ayez vos candidats vous proposent 2 prestations supplémentaires, vous allez être obligé d'analyser l'offre de base, puis ensuite l'offre de base plus la prestation supplémentaire numéro 1, ensuite l'offre de base plus la prestation supplémentaire numéro 2, et ensuite l'offre de base plus la prestation supplémentaire numéro 1 et la prestation supplémentaire numéro 2. C'est-à-dire que vous allez avoir 4 types d'analyses à effectuer. Donc vous voyez, si vous multipliez les prestations, ça vous multiplie d'autant plus les projets à analyser. Autre point, c'est qu'il y a un risque lorsque vous ne demandez pas aux entreprises de chiffrer les prestations supplémentaires, ce qui est possible. Mais dans ces cas-là, et là ça rejoint le dernier point, c'est que d'une part, vous risquez de favoriser, avec les prestations supplémentaires, vous risquez de favoriser les grandes entreprises qui ont plus de moyens à mettre en œuvre et à proposer, à une capacité plus grande à proposer des prestations en plus. Et si vous ne les chiffrez pas, vous pouvez très bien avoir ensuite un recours d'un candidat qui ne serait pas retenu. Et là, quand on regarde un peu les textes juridiques et puis les avis des différents avocats qui sont spécialistes du sujet, on voit qu'il y a un grand flou, parce qu'en fait, comme les prestations supplémentaires éventuelles ne sont pas vraiment définies dans le code de la commande publique, il y a un flou, et je dirais qu'il y a un débat souvent contradictoire entre, il y a des avis qui sont très souvent divergents entre les spécialistes du droit sur le point de
ces prestations supplémentaires éventuelles. Alors, autre point, ce sont les options. Alors, les options, on parle d'options de tranche conditionnelle, c'est-à-dire que dans un marché, vous pouvez très bien proposer donc une offre de base, et puis ensuite vous proposez en option une prestation différente. Et donc l'intérêt des options, c'est que pour l'acteur public, il va pouvoir les déclencher alors que le marché est déjà lancé. Et ça, c'est vraiment le gros avantage. Et je dirais que dans le cadre du réemploi, c'est vraiment un peu l'idéal. C'est-à-dire que autant à la fois dans les variantes et puis dans les options, il faut choisir dès le départ. Là, mais ça ouvre quand même une certaine flexibilité. Mais là, il y a encore une plus grande flexibilité, c'est-à-dire que c'est en cours de marché. En fonction justement, par exemple, des gisements qui vont être disponibles, vous allez pouvoir lever certaines options. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, si vous vous rendez compte qu'un gisement est fortement disponible, par exemple, je ne sais pas, sur des... je parlais des faux planchers techniques, vous pouvez donc actionner l'option. Et vous pouvez même mettre l'option en option de base, vous pouvez mettre par exemple du réemploi. Et puis si le réemploi justement n'est pas disponible, vous mettez justement en option le recours à des produits neufs. Donc autre point, c'est que elles sont donc envisagées, mais pas, ce que je disais, donc pas actées par l'acheteur privé, acheteur public, pardon. Et donc justement, elles ne sont pas actées parce que le plus souvent, il y a une mauvaise visibilité sur les questions budgétaires et donc, encore une fois, c'est la flexibilité et en dehors du gisement disponible, vous avez aussi le prix qui va bien sûr entrer en ligne de compte. Donc le troisième point, oui, reprend ce que je précisais, à savoir que les entreprises, quand elles proposent leur option, elles ne sont pas certaines que ces options vont être retenues. Alors, les conditions, les circonstances qui conduisent à recourir aux options, elles sont très précisément définies dans différents articles du Code de la commande publique. Et donc, je vais pas insister, donc là, je vous invite à aller donc regarder ce qui est précisé dans le Code de la commande publique. Voilà. Et alors le dernier point, ce sont les modifications de marché via les clauses de réexamen. Alors ça, comme les options, moi j'aurais, alors si je dirais que l'ensemble des actions permettent de favoriser le réemploi, je dirais que les variantes, les options et puis les clauses de réexamen sont, à mon avis, à favoriser. Et les clauses de réexamen, alors vous avez différentes circonstances qui vous permettent de réexaminer un marché. Et je dirais et c'est dans la présentation qui est faite dans le Code de la commande publique, c'est la première circonstance qui est vraiment à privilégier. C'est-à-dire que lorsque vous avez le marché peut être réexaminé lorsque ça a été prévu dans les documents contractuels. Et ça doit être très précisément écrit et ça ne doit pas être prêté à équivoque. C'est-à-dire que si la clause de réexamen n'a pas été précisément définie, on peut être dans le flou et des acteurs vont plus évoquer des clauses de rendez-vous, c'est-à-dire qu'on peut être amené à se rencontrer. Et alors je crois que c'est ce que je mets par la suite. Ça. Tu peux cliquer à gauche. Oui, donc ces clauses de réexamen, donc elles doivent être, comme je disais, précisées de manière univoque dans les documents contractuels initiaux. Dans la mesure où si elles ne sont pas précisées, il y a un risque que ce soit donc considéré plus comme une clause de rendez-vous, c'est-à-dire qu'il va y avoir une négociation qui va s'engager entre les entreprises qui ont été retenues initialement, c'est-à-dire que là, le débat il va être entre l'acheteur et puis les entreprises qui ont été retenues. Et le risque alors c'est d'avoir des avenants suite à ces négociations. Donc, alors que si vous avez
de manière précise défini votre clause de réexamen, eh bien, vous connaissez les circonstances qui vont ensuite permettre la modification du marché. Donc l'autre point, c'est que les clauses de réexamen ne doivent en aucun cas changer la nature globale du contrat. Donc là, on revient à un principe qui est vrai pour les options, pour les variantes et puis pour les prestations supplémentaires. C'est-à-dire que la nature globale du contrat, elle doit rester inchangée. Enfin, il est dans un souci de respect des seuils, il est important que les clauses soient, lorsque donc ces clauses sont assimilables aux options, donc il faut prendre en compte la valeur du marché, c'est-à-dire que c'est un point que là j'ai pas encore précisé, c'est qu'à la fois ces options et ces variantes et puis ces clauses de réexamen peuvent modifier la valeur du marché. Et donc vous pouvez, par rapport à certains seuils, passer au-dessus de certains seuils. Et donc ça peut, par rapport à des procédures formalisées, ça peut complètement modifier le marché. Donc voilà ce que j'avais à dire. Donc voilà pour les quelques références qui sont également sur la fiche. Et donc je vous incite à aller regarder de manière très détaillée le guide de l'achat public qui est Oser les variantes. Eh ben, merci beaucoup Frédéric. Rebonjour à tous ceux qui nous rejoignent, qui nous ont rejoints en cours de démarrage. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et puis on les partagera aux intervenants. On a eu des questions sur la diffusion du support. Donc effectivement, ils seront mis en ligne les supports, notamment avec les références qui sont partagées par Frédéric. On vous mettra tout ça en ligne et puis on vous enverra les replays et le support de présentation. Pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat, ça, a priori c'était très clair. Comme on a un petit peu débordé déjà le temps, je vous propose qu'on passe directement à la deuxième séquence, et puis s'il y a des questions qui arrivent avec le léger différé, on pourra les prendre. On a une première question peut-être qui vient d'arriver. L'utilisation des bordereaux de prix unitaires est-elle conseillée ? Alors effectivement, lorsque vous faites du réemploi, je l'avais vu sur la c'était dans la grande halle Colombelle, ils avaient recouru aux bordereaux de prix unitaire, ce qui leur permettait d'offrir une certaine une certaine flexibilité sur le marché aussi. D'accord. On a une deuxième question. Comment s'assurer que la recherche de matériaux de réemploi a été bien faite ? Donc on imagine sous-entendu par les entreprises, qu'on ne dise pas, je cite, « J'ai regardé mais je n'ai pas trouvé sans vraie recherche ». Disons que là, je dirais qu'on s'écarte un peu de la thématique des variantes, mais alors oui, disons qu'un acteur a quand même un objectif. Je pense que si vous avez... Alors, en fait, tout dépend de la manière dont vous avez formulé le marché, mais en principe, vous avez quand même des garde-fous, et notamment des objectifs en matière de réemploi. Lorsque les acteurs s'engagent, vous avez... je le vois par exemple avec Toulouse Métropole, ils ont mis des barrières, certains pourcentages de réemploi dans leur... avec des objectifs par exemple de 5% ou 6%. Je dirais que les acteurs ont quand même intérêt à respecter leurs engagements. Alors c'est vrai qu'après il peut toujours y avoir des détournements, et on le voit par exemple, on me le signalait récemment, c'est par exemple des entreprises qui vont faire certaines commandes, et ensuite ces commandes vont dire qu'il y a une erreur de commande, et vous savez, c'est par exemple sur quand il ne faut pas assimiler les surplus de stock avec le réemploi. Et faire une fausse commande, ça conduit quelquefois à ce point-là. Mais là, par rapport à la question, je dirais que oui, vous pouvez toujours avoir des entreprises de mauvaise foi, mais c'est dans les documents de consultation, c'est à vous de vous prémunir de ce point-là, en fixant quand même certains objectifs. Et puis en tant qu'acheteur public, vous avez généralement des AMO réemploi, et les AMO réemploi vont quand même vous guider. Et il y a 3 semaines, on avait parlé du lot réemploi. C'est quand vous avez une entreprise qui est titulaire d'un lot réemploi, justement son objectif ça va être de favoriser le réemploi, et ça permet d'éviter ce type de travers. Ça marche.
Et ben on va voir tout ça de manière très pratique avec le retour d'expérience. Je vous passe la souris. Bonjour, donc on va vous parler donc de l'Académie Fratellini. L'Académie Fratellini, c'est un centre de création et de formation aux arts du cirque situé à la Plaine Saint-Denis. Donc on a de nombreuses activités autour du cirque et notamment une école qui forme une école de réputation internationale qui forme des artistes professionnels d'art du cirque dans un cursus de 3 ans. Alors notre projet de réhabilitation et d'extension de nos bâtiments a pour but principal de pérenniser et d'agrandir l'Académie Fratellini, des bâtiments qui ont été construits il y a 20 ans par Patrick Bouchain et Loïc Julienne. Et il est important de dire que ces bâtiments, ils avaient été conçus de manière éphémère parce qu'en fait, il n'y avait pas de garantie que le terrain soit mis à disposition à long terme pour l'Académie Fratellini. Donc il a déjà été conçu dans un but de pouvoir être déconstruit, ce qui pour le réemploi, on le verra tout à l'heure, est quand même un atout. Donc le bâtiment d'origine, c'est un patrimoine quand même assez remarquable puisqu'il est composé notamment d'un grand chapiteau de 1600 places assez emblématique qui est tout en bois, on le voit à l'intérieur, et également en tôle et en toile de chapiteau. Et il y a 20 ans, Patrick Bouchain et Loïc Julienne avaient déjà utilisé beaucoup de matériaux de récupération pour la construction, et notamment des tôles récupérées d'un chantier d'Euro Disney pour une grande partie donc, des bâtiments. Donc voilà, c'était il y a 20 ans, c'était un peu pionnier, c'était le réemploi avant le réemploi. Donc les bâtiments existants, les voici sur le plan avec donc en marron les deux bâtiments qui sont déconstruits dans le cadre du projet. Donc ça c'est vraiment une volonté en tant que maître d'ouvrage qu'on a eu de placer donc le réemploi au cœur du projet. Donc c'est les bâtiments d'administration et de l'espace CFA qui sont déconstruits. Le nouveau projet, outre une rénovation, une isolation des bâtiments, il y a aussi des nouveaux bâtiments qui sont construits, 2 ailes de chaque côté de la halle, un studio de création, c'est-à-dire une salle de spectacle en frontale qui vient compléter nos 2 salles de représentation circulaires et une zone logistique. La nouvelle entrée du projet sur le site deviendra une grande place foraine, une sorte de prolongement de l'espace public. Et c'était important pour nous d'ouvrir vraiment cet équipement sur le quartier. Et donc, cette place foraine donnera accès aux 3 principaux bâtiments et salles de spectacle de l'Académie Fratellini, le Grand Chapiteau, la Grande Halle et le nouveau studio de création. Donc la halle devient grande halle, il y a une travée de la halle qui devient un auvent pour amplifier l'espace entre la halle et le grand chapiteau, donc et créer cette grande place foraine. Et puis donc ce studio de création qui sera constitué d'un mur de paille, c'est d'ailleurs une décision qu'on a prise suite à la commission conception de la démarche BDF, et le bardage sera fait en réemploi. Le choix de l'équipe de la maîtrise d'œuvre s'est déroulé en plusieurs temps. D'abord, on a fait un appel d'offres où on avait indiqué notre volonté en tant que maître d'ouvrage. Alors, je le dis en passant, occasionnelle, puisque nous sommes une association qui avons des missions de cirque et nous n'avons pas l'habitude de faire des chantiers de construction, mais nous avions, pour des raisons historiques et voilà, un choix fort, mis le réemploi comme un objectif du projet. Il y a eu 100 candidatures de maîtrise d'œuvre à notre appel d'offres, et nous avons présélectionné 3 équipes sur la base de leur profil et du regroupement qu'ils avaient composé pour participer à un dialogue compétitif pendant 6 mois.
ce qui a permis quand même de voir sur la question du réemploi comment les différentes équipes s'emparaient de la question. Et ensuite, au bout de ce dialogue compétitif, les critères du choix ont été à la fois la cohérence du projet architectural par rapport à la question de réemploi, même si ce n'était pas le seul critère, mais sur la question du réemploi, c'était assez évident. Et donc, on a choisi un projet qui nous a semblé assez simple, notamment c'est le seul projet qui proposait un plein pied, les autres proposaient des étages, et donc la simplicité du projet nous a paru assez cohérent avec les objectifs de réemploi. Évidemment, le sérieux de la démarche autour du réemploi telle qu'elle était présentée, et là je dirais que dans le groupement qu'on a choisi, il y avait Bellastock, donc la maîtrise d'œuvre a choisi à ses frais d'avoir un conseil en réemploi dans la phase conception. Donc ça, c'est pour la maîtrise d'ouvrage, c'est quand même un gage aussi de sérieux et d'engagement. Et voilà, et du coup, nous avons choisi l'atelier Dupont comme équipe de maîtrise d'œuvre. Et j'en profite pour donner donc la parole à Magali Charmette d'Atelier Dupont pour qu'elle nous présente un peu plus précisément le réemploi dans le cadre du chantier. Merci Stéphane. Donc je vais d'abord vous présenter un peu l'équipe choisie justement pour vous expliquer comment on a monté notre équipe de maîtrise d'œuvre pour aboutir sur les questions de réemploi notamment. C'est important quand même de spécifier qu'en dehors du réemploi, ça reste un projet complexe parce que le programme est très spécifique. On ne fait pas couramment des équipements de cirque. Donc on a une équipe, vous verrez, multidisciplinaire, on va dire, entre des bureaux d'études environnementaux, donc Plan 02, notre bureau d'études environnementales, des bureaux d'études circassiens, des scénographes, Bellastock pour le réemploi, et un préventionniste, parce que l'Académie Fratellini, c'est un ERP de première catégorie. Et donc, on s'est épaulé aussi de quelqu'un qui maîtrisait bien, notamment les réglementations incendie, pour voir et pouvoir cibler les postes sur lesquels on allait pouvoir aussi faire du réemploi dans cette complexité de projet. Donc, pourquoi faire du réemploi à l'Académie Fratellini ? C'est important d'expliquer le contexte parce que donc, ce que disait Stéphane tout à l'heure, c'est que c'est un projet qui est déjà construit en réemploi, donc c'était s'inscrire dans une démarche et dans la continuité du patrimoine existant. C'est aussi, comme on l'a présenté, un chantier de déconstruction et de reconstruction. Donc on avait une quantité de matériaux disponibles sur site importante et des matériaux qui étaient déjà conçus pour être déconstruits et donc plus facile, on va dire, à réemployer puisque assemblés notamment de façon réversible. Donc par des boulons ou autres, et pas de colle, pas d'assemblage qui aurait complexifié, on va dire, la réutilisation de ces matériaux. Et puis, il y avait le fait qu'on s'intégrait dans le territoire de Plaine Commune, et Plaine Commune, c'est un territoire qui est déjà dynamique sur les questions de réemploi, et donc ça favorisait le fait qu'on allait plus facilement réussir à aboutir, puisqu'on avait déjà des acteurs sensibilisés, et des plateformes notamment par exemple de réemploi sur le territoire. Donc on savait que c'était un territoire qui serait dynamique et favorable à cette démarche. Et enfin, l'élément peut-être le plus important, c'est qu'on avait un maître d'ouvrage sensible et mobilisé pour nous accompagner dans cette démarche, ce qui, par rapport au bureau de contrôle et plein d'autres acteurs, a vraiment permis d'aboutir. Pour un peu arriver aux questions de chantier, je vais d'abord vous expliquer un peu rapidement comment on a fait en conception, parce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on arrive en chantier à faire du réemploi. Donc la première chose, c'est qu'on a fait le diagnostic ressources et ensuite on a ciblé, on a fléché tous les éléments du diagnostic ressources dans le projet pour savoir en conception où devaient être nos marges de manœuvre, puisque comme on l'a expliqué, il y a une certaine part d'aléa avec les matériaux de réemploi. Et donc en fléchant ces matériaux, on savait les postes et les espaces sur lesquels on devrait avoir une flexibilité plus grande. Donc ça, c'est la première étape de conception. Je passe rapidement sur la conception puisque ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le chantier. Dans la deuxième étape importante, c'est la rédaction des CCTP, puisque c'est ce qui va cadrer le marché. On a rédigé donc... Déjà, on a fait deux marchés, un marché de réemploi et de déconstruction qui a été passé en amont et un marché de construction. Et donc, dans la rédaction des CCTP de ce marché de construction, on avait fait deux options.
La première, c'était le cas de figure dans lequel le gisement qu'on avait été identifié, à savoir le réemploi qu'on avait in situ, donc ce qu'on allait déposer et qu'on était certain de remettre dans le projet. Et donc là, on a imposé le réemploi tout simplement aux entreprises en donnant les matériaux qui étaient imposés et ciblés pour ce réemploi-là. La deuxième configuration, c'est quand on avait un gisement non identifié, on parlera de cet exemple un peu plus tard, mais on savait, grâce à Bellastock, que certains postes seraient faciles à trouver en gisement ex situ, par exemple du bois ou des sanitaires, enfin je donne des exemples comme ça. Et donc là, on avait fait un principe justement de base et de variante pour que l'entreprise chiffre en base un réemploi dont on ne connaissait pas la nature, mais soit imposé dans son marché de base à intégrer le réemploi, et une variante qu'on activerait, enfin une option plutôt du coup, qu'on activerait à terme si cette opportunité-là de réemploi s'avérait ne jamais se présenter. Et ensuite, la deuxième étape dans la rédaction des CCTP, ça a été la limite des prestations entre le lot réemploi qu'on avait déjà attribué et les entreprises de pause. Notre but, c'était justement que toutes les entreprises puissent répondre, enfin que beaucoup d'entreprises puissent répondre au marché de pause, et y compris des entreprises qui n'avaient jamais fait de réemploi. Et donc en clarifiant ces limites de prestations poste par poste, on s'épargnait, on se facilitait la... comment dire en fait, on limitait la prestation entre une entreprise et l'autre à un point clé qui nous paraissait clé. Donc par exemple, pour donner un exemple, sur tout ce qui est plomberie, on savait qu'on aurait des soucis sur les mécanismes, les robinetteries, les choses comme ça. Donc on a arrêté notre prestation du lot réemploi à la vasque, par exemple, et commencé la prestation du lot de pause aux équipements de plomberie. Et donc sur chaque poste qu'on a imposé en réemploi, on a fixé une limite différente pour que les entreprises de pause se sentent en mesure de répondre à l'appel d'offres et aient envie de rentrer dans le jeu du réemploi. Ce qui est important de retenir aussi, c'est que c'est un chantier dont on a prévu 5 mois de déconstruction et il y a 19 mois de construction. Donc c'est un cinquième du chantier qui est dédié à la déconstruction. Et donc il faut sensibiliser les maîtres d'ouvrage au fait que c'est des chantiers qui sont plus longs parce que déconstruire, ça prend beaucoup plus de temps que démolir. Et donc, nous, sur le temps de chantier, on a démarré la déconstruction en avril 2022 et on prévoit de livrer le chantier en mai 2024. Donc c'est des données qu'il faut intégrer. Et le planning, il est aussi... c'est un vrai sujet pour les questions de réemploi parce qu'il faut un temps de dépose, un temps de remise en état. Et toutes ces données-là doivent faire partie d'un planning général de construction qu'on n'a pas couramment l'habitude de rencontrer sur des chantiers classiques. Donc nous, l'atout majeur de notre chantier, c'est la mise à disposition de ce grand chapiteau par le maître d'ouvrage, puisqu'il ne pouvait pas y faire de spectacle pendant le temps de chantier, qui est devenu notre stock de réemploi, et qui nous a considérablement facilité la tâche, puisqu'on n'avait pas à se poser la question de où on allait stocker nos matériaux pendant tout le temps où ils seraient en attente d'être posés. Donc on a un peu étudié les flux de nos matériaux comme ça. Et donc maintenant, je vais vous parler un peu plus du chantier. Donc la déconstruction qui a démarré, c'est des images de ce que je vous ai expliqué avant. L'entreprise qui est titulaire de la déconstruction, c'est Tricycle. Elle est aussi titulaire du marché de réemploi. Et donc c'est elle qui a sa charge et la dépose et la remise en état. Le fait de choisir la même entreprise, ça nous a facilité aussi le travail parce que l'entreprise, elle dépose plus soigneusement quand elle sait que derrière, elle a la remise en état. Et du coup, la livraison d'un matériau à même d'être reposé. Donc ça, c'est une photo de notre grand magasin de réemploi. L'idée, c'était aussi de pouvoir avoir un lieu un peu spectaculaire pour présenter cette démarche qui est un peu innovante, permettre aux gens de l'académie, aux acteurs du territoire de visiter notre magasin de réemploi et de voir, de pouvoir visualiser concrètement ce qu'on faisait sur ce chantier. Et puis, c'est aussi le lieu pour les entreprises de construction, du coup, de venir voir les matériaux qui sont à leur disposition. Pour justement favoriser ce lien entre l'entreprise donc, de réemploi et les entreprises de construction, on a mis en place une plateforme de suivi des matériaux. Donc c'est comme un site internet d'un magasin, on va dire, de matériaux. On peut y suivre le stockage des matériaux, les quantités, les sections des différents bois par exemple. Est-ce qu'ils ont été remis en état ou pas encore? Est-ce qu'ils sont passés dans un atelier ou pas encore? Et du coup, ça permet aussi de justifier derrière au bureau de contrôle de tout le suivi des matériaux qui ont été déposés et donc du fait qu'ils n'ont pas été soumis par exemple aux intempéries ou plein de petites données comme ça qui sont importantes derrière à terme pour aboutir la démarche.
Ensuite, la question en chantier, il y a une question qui arrive souvent dans les échanges avec le maître d'ouvrage, c'est la présentation des échantillons. Et donc nous, on a choisi, au même moment que cette présentation des échantillons, de faire des premières séries de remise en état. Le but, c'était de se mettre d'accord avec le maître d'ouvrage sur nos niveaux d'exigence sur la remise en état. Est-ce qu'on acceptait que certaines vasques soient un peu ébréchées ou pas ? Est-ce que la remise en état du parquet nous convenait ? Parce que forcément, les matériaux n'étant pas neufs, ils auront un aspect un peu différent. Et donc, le but de cette présentation, c'était, et avec les entreprises de pose, de valider un niveau de remise en état pour qu'elles acceptent de les poser, et avec le maître d'ouvrage, de se mettre d'accord sur nos marges de manœuvre derrière pour l'intégration du réemploi sur le chantier et ne pas avoir à leur présenter les 50 sanitaires, les 20 vasques, enfin voilà. Donc maintenant, je vais vous parler de l'exemple du bardage bois pour un peu vous illustrer les aléas et les modifications qui ont lieu en chantier pour les questions de réemploi. Donc le bardage bois, ça fait partie de ces postes qu'on avait mis en imposition et réemploi sans avoir le gisement. Et donc on avait conçu de façon souple et assez aléatoire afin de se laisser l'opportunité à des gisements un peu qui pourraient être divers et variés. Donc on avait fait une trame un bardage à ossature croisée classique en claire-voie et un saturateur qui permettrait d'homogénéiser des bois d'essence différentes, par exemple, si le cas se présentait. Il s'est avéré qu'on n'avait pas imaginé le fait que l'entreprise nous proposerait un gisement de chêne de 1000 m² qui mesurait moins d'1 cm 5 d'épaisseur et qui du coup ne respecte pas le DTU sur un bardage en claire-voie. Et donc parce qu'on avait donné une certaine souplesse à notre conception, on a réussi finalement, donc là on voit le prototype de façade, à aboutir à un résultat qui est plutôt très proche de celui qu'on avait imaginé, qui permet de réemployer 1000 m² de chêne, et qui répond aux exigences du DTU, puisqu'à l'arrière du faux claire-voie, il y a un panneau en OSB aussi de réemploi, qui est peint et qui donne cette illusion de claire-voie, faux claire-voie, enfin voilà. Et donc ça, c'est un peu... le but est d'illustrer le fait qu'il faut une certaine souplesse dans la conception quand on veut intégrer du réemploi pour que ça aboutisse en chantier, puisque le gisement étant inconnu, il faut réussir à adapter un peu le détail constructif avec l'entreprise pour que ça puisse se faire. Pour conclure notre présentation, on va vous parler un peu des retours d'expérience et des aléas qu'on a eus sur chantier et des bonnes surprises aussi qu'on a eues sur chantier. La première chose, c'est qu'on s'est rendu compte que l'élément principal pour que ça aboutisse, c'est de sensibiliser tous les acteurs de la chaîne pour que ça marche. Donc ça passe du maître d'ouvrage à la maîtrise d'œuvre, au bureau de contrôle avec lequel on a fait plein de réunions pendant toutes les études et qu'on continue à faire pendant le chantier. Mais aussi tous les acteurs des entreprises pour qu'ils puissent vous faire part et puis qu'on puisse échanger ensemble des inquiétudes qu'ils ont sur certains matériaux de pose qu'ils refuseraient de poser en réemploi, d'autres opportunités qu'ils imaginent et auxquelles nous on n'aurait pas pensé. Et donc ça amène à notre second point sur les aléas de chantier, c'est que l'Académie Fratellini, on a un macro-lot clos couvert et des corps d'état secondaires des corps d'état séparés pour les lots secondaires. Et en fait, on s'est rendu compte que le macro-lot clos couvert avait complexifié la tâche du réemploi parce qu'il y a beaucoup de sous-traitance dans ce macro-lot-là et que c'est des maillons de la chaîne qu'on n'a pas sensibilisés et avec lesquels on n'a pas pu échanger. Et donc, pour vous donner un exemple, on a fait des portes, des issues de secours en porte de réemploi. Il a fallu 5 mois pour poser 2 portes parce que justement, il y avait des sujets avec une sous-traitance d'un acteur qui ne voulait pas poser les portes en réemploi. Et enfin, le chantier, c'est aussi beaucoup d'opportunités qui se sont présentées et des bonnes opportunités. On a une entreprise sur le chantier en électricité qui est force de proposition et qui justement est bien rentrée dans cette démarche après avoir longuement échangé sur ce qu'on voulait, enfin ce que la maîtrise d'œuvre voulait et le maître d'ouvrage voulait. Et du coup, à la fin d'un autre chantier qu'elle a mené, il lui restait 500 mètres linéaires de chemin de câble qu'elle a offert à l'Académie Fratellini. Ça représente quand même la moitié du linéaire de chemin de câble qu'on va poser sur le chantier. Et donc ça montre aussi que le chantier, c'est un bon moment pour d'autres opportunités. Et que c'est pour ça qu'il faut justement, ça rebondit sur ce que vous avez dit précédemment, laisser plein de portes ouvertes à des choses qui pourraient arriver au cours du chantier et qu'on n'avait pas prévues. Voilà. Merci, timing respecté à la minute près.
ça va nous laisser le temps de prendre quelques questions. Une première pour la maîtrise d'ouvrage. Est-ce que vous avez été accompagné par un AMO pour le dialogue compétitif et la phase de programmation du projet ? Et c'est quelqu'un qui nous précise qu'il est élève des cours adultes amateurs et que le lieu est fort agréable, même en chantier. Donc bravo. Bon, ben merci. Oui, c'est une bonne question. Effectivement, on a été accompagné dès l'appel d'offres de maîtrise d'œuvre par un AMO, c'est le groupe Essor. Et c'était important pour une maîtrise d'ouvrage occasionnelle, effectivement, de pouvoir être accompagné, surtout sur ces questions de réemploi. Moi, pour rebondir sur ce que disait Magali, je pense que, et pour parler aux maîtrises d'ouvrage qui nous écoutent, je pense que c'est important effectivement de faire vraiment confiance sur la question du réemploi à la maîtrise d'œuvre et de lui donner de la souplesse, de la flexibilité. L'idée, c'est vraiment de définir des objectifs de résultats avec la maîtrise d'œuvre et pas des objectifs de moyens et d'avoir l'envie de contrôler, d'être associé à toutes les décisions qui créeraient des modifications, etc. Et tout. Non, il faut laisser de la souplesse, laisser la main à la maîtrise d'œuvre et puis effectivement valider une fois que les choses sont présentées de manière assez aboutie, si ça nous convient ou pas. Mais je pense que c'est une posture de maîtrise d'ouvrage qui est importante. Et ça, notre AMO nous a aussi accompagnés là-dessus. Puisqu'on parle des différents acteurs, on a une demande de précision. Qui a géré cette plateforme de suivi de stockage avec toutes ces infos ? Alors c'est l'entreprise de réemploi qui l'a proposé justement dans son offre en remettant son offre à l'appel d'offres, et c'est une variante qu'on a activée parce que ça nous permettait justement de justifier auprès du bureau de contrôle de plein de choses. Et donc c'est l'entreprise qui est titulaire du marché de réemploi qui la suit et qui la met à jour régulièrement. D'accord. Et puis on a une question liée au coût. Est-ce que le projet a coûté plus cher ou moins cher qu'un projet classique en neuf ? Alors, bon, c'est toujours difficile de comparer, mais c'est vrai que je pense pas que le projet... alors, il y a différentes questions. Nous, c'est vrai qu'on a dans ce projet des objectifs environnementaux beaucoup plus globaux par rapport à la démarche BDF, etc. Et puis, on ne l'a pas dit, mais il y a aussi tout un travail de dépollution du terrain, d'isolation, de gestion des eaux, etc. Donc là, effectivement, cette partie-là occupe un budget important dans le budget global. Si on prend juste la question réemploi contre neuf, moi j'aurais envie de dire que c'est comme disait Magali tout à l'heure, c'est peut-être plus le temps que l'argent qui est en cause. Donc après certains diront le temps c'est de l'argent, mais je suis pas complètement sûr que ça coûte plus cher. En revanche, ça prend plus de temps, ça demande plus de flexibilité, d'adaptabilité, de capacité côté maîtrise d'ouvrage. Et puis après, on a eu quand même des surcoûts, mais qui sont plus liés au contexte des coûts de la construction, comme tout le monde, mais pas excessifs. Si je peux juste compléter ce qu'a dit Stéphane, c'est que quand on a choisi les postes en réemploi, la question nous a souvent été posée pourquoi on n'avait pas fait la charpente en réemploi. On a aussi écarté certains postes qui demandaient des surcoûts très importants. Et donc on s'est focalisé sur des postes qu'on imaginait iso-coûts, on va dire. Donc ça fait partie de l'équilibre financier. Et toujours un petit peu sur cet équilibre financier, il y a une question sur le temps passé par la maîtrise d'œuvre. Quel est le niveau de détail archi en phase marché, justement pour laisser cette souplesse et permettre un bon chiffrage ? Et quel est le surplus de temps passé, donc côté maîtrise d'œuvre, en phase chantier pour justement adapter les pièces graphiques ? Alors, le niveau de détail, c'est le même que sur un projet classique. Nous, on fait des détails parce qu'on veut un certain niveau de finition sur des points précis et on a précisé les choses sur lesquelles on laissait de la marge et celles sur lesquelles on ne tolérerait pas de marge. Donc, c'est un carnet de détails comme un projet classique. Le temps, par contre, c'est absolument pas comme un projet classique. En études, surtout,
c'est, je pense, le double de temps qu'un chantier, parce que c'est chercher des flux, les réintégrer, les représenter, rediscuter avec le bureau de contrôle. Donc en études, c'est un temps colossal. Et en chantier, un peu moins, parce que nous, on ne remet pas à jour systématiquement nos pièces graphiques. On demande aussi à l'entreprise de mettre à jour ses plans d'exécution. Par contre, c'est un temps de sourcing important, parce que même si l'entreprise de réemploi a une mission de sourcing, bah, c'est nous qui validons, oui ou non, le sourcing. Derrière, c'est par exemple, pour vous donner un exemple sur les chemins de câbles, on va réemployer 2 marques de chemins de câbles différentes, et l'une ne fonctionne pas avec l'autre. Donc c'est un temps de fléchage important. Mais en chantier, c'est peut-être moins colossal que ça ne l'a été en études, en tout cas. D'accord. Et ça rejoint une deuxième question un petit peu sur le même sujet. Est-ce que vous avez pu valoriser du coup le temps complémentaire d'études ou de réétudes en termes d'honoraires du fait du réemploi ? Non, mais parce que en fait, c'était la première fois, c'est la première fois qu'on fait un projet en réemploi. Et donc, nous, on n'a pas valorisé ça au départ parce que, faute de savoir le temps que ça prenait déjà, et faute d'en avoir fait ailleurs, c'est compliqué de valoriser quelque chose qu'on ne sait pas estimer. Mais à terme, il faudra que les maîtres d'ouvrage prennent conscience du fait que c'est des compétences à valoriser au même titre que les bureaux d'études environnementaux ou d'autres postes comme ça. Voilà. Ça marche. Et merci beaucoup. Il y a encore quelques questions dans le chat. D'ailleurs, j'invite les internautes qui n'ont pas posé leurs questions, vous pouvez toujours les poser parce qu'on reviendra vers les 3 intervenants pour vous apporter des réponses par écrit dans les jours qui viennent. Il y en a notamment, il y a 2 questions, notamment sur le volet un petit peu assurantiel, mais qui est un sujet à part entière. Donc on va peut-être pas ouvrir le débat tout de suite parce qu'il est déjà 9h33. On a aussi une question qui est un petit peu complexe aussi sur le fait que l'académie, c'est un site, un bâtiment exceptionnel. Mais du coup, comment on peut justement répliquer ce type de démarche sur des chantiers plus ordinaires, mais tout ça c'est aussi un sujet à part entière, donc on reviendra vers vous à l'écrit parce qu'aujourd'hui là on va conclure pour aujourd'hui. Juste si le sujet vous intéresse, on vous a partagé pendant le webinaire les liens vers certains dossiers thématiques qu'on peut avoir en ligne sur ecopolis.fr. On vous a partagé aussi les fiches du CSTB. Il y a d'autres ressources qui peuvent vous intéresser, qui ont été publiées par d'autres acteurs du secteur, des mots-clés, par des maîtrises d'ouvrage, par le projet FCRBE aussi, qui est un projet européen. Donc tout ça, on vous les mettra dans le chat aussi. On vous invite aussi à regarder la fiche opération du projet de réhabilitation et d'extension, parce que comme c'est un projet qui est accompagné en démarche bâtiment durable francilien, aujourd'hui on a fait un focus sur la thématique matériaux à travers le réemploi, mais vous l'avez cité, c'est un projet qui est aussi exemplaire à bien d'autres titres, sur la gestion des eaux pluviales, sur d'autres démarches du bâtiment durable. Donc vous pouvez aller voir les caractéristiques du projet avec la fiche qui est en ligne sur notre site aussi. Si les sujets qu'on traite sur ce petit format d'1 heure vous intéressent, vous pouvez voir les replays des cycles 1 et 2. Donc le cycle 1, c'était sur la question zéro déchet, 100% ressources, il y a 3 webinaires. Le cycle 2, on est sur la question de la gestion de l'eau, notamment sur le volet circulaire, la gestion des urines. Donc ça, si c'est une thématique qui vous intéresse, vous pouvez aller voir le replay. Et puis sur le cycle 3, donc qui est le cycle qu'on conclut aujourd'hui, les 2 premiers épisodes sont en ligne. Donc l'épisode 1 et puis l'épisode 2 sur la question de la phase étude et puis la question de la phase DCE, où on a parlé un peu plus longuement justement du lot 0, le lot réemploi. Donc si vous voulez creuser un petit peu cet outil, on va dire, pour passer à l'action, vous pouvez regarder le webinaire en replay. Moi, je remercie tous les intervenants du cycle, Frédéric qui nous a suivis sur les 3 épisodes, les différentes équipes de maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre qui nous ont fait des retours opérationnels hyper inspirants, je pense, pour le public en ligne. Et puis Camille et Nicolas qui étaient à la manœuvre pour diffuser les webinaires en direct et vous permettre de les suivre depuis chez vous ou dans les transports. Et puis donc on vous donne rendez-vous le 19 septembre pour la journée francilienne de l'économie circulaire. On aura le plaisir de vous retrouver en présentiel cette fois-ci et un petit peu moins tôt. Bonne journée.